Politique africaine entre démocratie et irrégularité, c'est le thème de ce mini-débat Convainc-moi sur Matin d'Éden de ce jour. Évidemment, un thème qui vient bien à propos, malheureusement, précisons-le quand même, puisque sur le continent, justement, les nombreuses irrégularités se font remarquer. On va dire la toute dernière étant celle intervenue il y a 2 semaines, oui, jour pour jour d'ailleurs, puisque c'était le lundi. Donc que ce coup d'État est intervenu en République du Burkina Faso. Et justement pour parler de ces nombreuses irrégularités sur le continent et sur la situation de la démocratie et donc la politique africaine, les réponses du continent par rapport à tout cela, nous recevons sur ce plateau Claude Tingbe Azalou qui est socio-anthropologue. Pour faire court. Pour faire court, tout bienvenue. Simplement. Bienvenue. Merci et bonjour à toutes et à tous. Un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau. Un plaisir partagé aussi. Alors, le 35e sommet de l'Union africaine s'est achevé ce week-end et au détour justement de ce sommet, nombre de questions d'actualité sur le continent ont été abordées, au rôle desquelles la question liée donc aux irrégularités, tenant compte de la démocratie et des coups d'État, j'en parlais tout à l'heure. Du coup, notre discussion de ce matin vient bien à propos. Alors, le rôle que la démocratie devrait jouer dans la prévention des irrégularités politiques, puisque s'il y a irrégularité politique, c'est parce que au départ, évidemment, le constitutionnaliste a pensé mettre en place des moyens pour l'éviter, entre autres donc la démocratie, qui est un mode de gestion qui permet donc de faire participer les uns et les autres. Mais on se rend compte quand même que malgré cette démocratie, les irrégularités surviennent. Du coup, quel est ce rôle que la démocratie est censée jouer et qu'elle ne joue peut-être pas? Merci beaucoup. Cette question est une question très importante aujourd'hui, vu tout ce qui se passe un peu partout sur le continent et surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest. La démocratie en elle-même, comme sa définition stipule, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Ça, c'est la définition basique d'Abraham Lincoln. Et après ça, il y a toute une panoplie de définitions qui ont émergé, mais toutes ces définitions, en réalité, se focalisent sur le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et donc, c'est un mot scindé en deux, qui peut être scindé en deux, démos qui signifie peuple et kratos qui signifie pouvoir. Alors, vous savez, le monde a expérimenté plusieurs formes de régimes politiques, même avant et un peu après l'époque du colonialisme. Il y a eu la monarchie, il y a eu les oligarchies, il y a eu aussi des aristocraties qui ont été expérimentées. Mais après l'époque du colonialisme, le monde en général a décidé en quelque sorte d'adopter la démocratie parce que les autres systèmes n'ont pas forcément bien marché. Et la démocratie est le régime politique le plus efficace pour un meilleur développement communautaire dans le but de favoriser en tout cas la joie, la paix, la participation citoyenne des peuples. Et donc, quand on prend un peu la compréhension intrinsèque en réalité de ce concept, on peut noter en général 5 formes. Vous avez la démocratie directe, vous avez la démocratie semi-directe. On parle de direct quand chaque citoyen exerce en fait la même parcelle de pouvoir. Et c'est une forme de démocratie qui était utilisée entre-temps dans la Grèce antique. Et selon Jean-Jacques Rousseau, c'est c'est la forme de démocratie qui répond au mieux, en réalité, au sens intrinsèque même du mot. Du mot démocratie. Voilà. Ensuite, après cette démocratie directe, vous avez la démocratie semi-directe, dans laquelle une majorité de la population exerce ce qu'on appelle le veto populaire et se prononce sur certains faits, sur les votes de certaines lois et autres, et qui organise des référendums. Ensuite, vous avez la démocratie représentative, libérale et populaire. Quand vous voyez chaque forme de démocratie, à aucun moment il n'est souligné une affaire de coup d'État, il n'est souligné une affaire d'irrégularité, parce que justement, dans un système démocratique,
on œuvre à ce que la population puisse donner son mot, puisse participer en fait au processus de gouvernance et au processus politique. Donc le rôle en réalité de la démocratie dans la prévention de ces crises, c'est en réalité de diminuer les mécontentements. Diminuer les mécontentements au niveau des sociétés pour que les populations puissent se réjouir de participer au processus de gouvernance et de développement de leur pays. D'accord. Vous développiez tout à l'heure donc les nombreuses formes de démocratie qui existent. J'ai envie de vous faire cette question. Sous quelle forme est-ce que cette démocratie existe sur le, on va dire sur le continent, dans la sous-région et à proprement parler, par exemple, au Bénin? Oui, dans la sous-région. Pour digresser un peu. Hein. Bon. Mais bon. Oui. C'est toujours dans le sujet. Oui, vous savez, dans la sous-région, aujourd'hui, la plupart des pays appliquent la démocratie représentative. C'est-à-dire c'est une démocratie dans laquelle le peuple n'exerce pas directement un pouvoir. Le peuple choisit des gens qui représentent, enfin, qui les représentent. Et ces gens ont des mandats, qu'ils soient chefs d'État, qu'ils soient députés, qu'ils soient chefs quartier, chefs d'arrondissement, maires, etc. Et donc, c'est dans cette logique que la plupart des pays, et même le Bénin, aussi appliquent cette démocratie représentative. Après, la plupart des pays au niveau de la zone ouest africaine aussi appliquent la démocratie libérale. Et le Bénin l'applique aussi. Dans la démocratie libérale, vous avez une liberté d'association. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'organisations de la société civile au Bénin et aussi un peu partout dans les autres pays voisins. Vous avez aussi un multipartisme. Vous avez aussi, par exemple au Bénin, des partis qui sont de la mouvance, vous avez des partis qui sont de l'opposition. Et dans les autres pays même, il y en a, enfin, il y a des partis qui sont entre, des fois, opposition et mouvance. Comme un peu en France. Oui, en France, évidemment. Comme un peu en France, on parle de gauche, on parle de droite, on parle de centriste. Donc, il y a cette démocratie libérale qui est appliquée par plusieurs populations. Il y a aussi la démocratie populaire que le Bénin a longtemps aussi appliquée, qui est basée sur les principes de Marx et de Lénine, qui permet une grande participation en fait, des peuples au processus politique. D'accord. Du coup, on se rend compte que oui, on peut procéder à un mixte en fait de ces formes de démocratie. Et c'est un peu ce à quoi on assiste sur le continent. En quelque sorte. En tout cas, ces trois formes de démocratie sont les plus appliquées. Appliquées sur le continent. Alors, pour revenir à l'actualité donc des crises sociopolitiques sur le continent, quelles sont selon vous les causes justement à la base de cette résurgence des crises sur le continent? Merci. Je pense que les causes, on va parler des causes citées par les sociétés, qui vivent ces situations, et même par les couches qui ont fait ces irrégularités. Premièrement, oui, les juntes ou bien les pouvoirs de transition. Il y en a qui n'aiment pas qu'on parle de juntes. D'abord, ils ont parlé du problème d'insécurité, donc des attaques djihadistes. Et ça, c'est un problème qui a été commun, aussi bien au Burkina Faso qu'au Mali. Et donc, à un moment donné, malheureusement, ces couches ont pensé que leurs élites n'avaient plus les capacités de les défendre. Et malheureusement, ils sont tombés dans ces irrégularités. Aussi, quand on entend un peu les couches sociales de part et d'autre, on a l'impression qu'il y a une certaine perception condominium et de crétinisme, que en fait, ces sociétés-là, ces couches, ont malheureusement vis-à-vis de leur État. C'est-à-dire quoi? Il y a des couches sociales qui pensent en réalité que leur État n'est pas en réalité souverain, qui soupçonnent d'autres puissances sur... d'autres puissances en fait sur la gestion de leur État. Et notamment, il y a même eu des sentiments anti-français qu'on a observés un peu partout au niveau de... Le cas malien étant le plus prononcé. Voilà. Et donc, certains ont parlé de manipulation, de corruption au niveau étatique. Il y a les autres pays entre guillemets, qu'ils ont considérés comme impérialistes, qui ont essayé également de manipuler, comme on le dit un peu. Donc, tout ça, en fait, fait partie des raisons citées. Il y a aussi la pauvreté, qui est malheureusement aussi une cause. Parce que
Vous savez, ces sociétés de djihadistes, comme on l'a suivi un peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et autres, cherchent toujours à agrandir leur effectif. Donc on parle souvent de radicalisation depuis plusieurs années. Oui. Et vous voyez que quand vous êtes dans une société où il y a des couches sociales qui sont très pauvres, ils sont malheureusement, enfin, ces couches-là sont malheureusement faibles. Hein, et peuvent être facilement manipulés. D'autant qu'il y a déjà des mécontentements au sein donc, de cette partie de la population. Exactement, exactement. Donc il y a tout ça. Il y a aussi la crainte en fait, de la continuité du colonialisme au niveau de certaines couches. D'accord. Autant de raisons donc, hein, qui évidemment justifient un peu ces crises qu'on remarque sur le continent. Du coup, est-ce que là, on n'est pas en train d'aller justement vers une sorte de, comment dire, d'échec de ce pouvoir mis en place, enfin de ce mode de gestion mis en place, qu'est la démocratie? Oui, exactement. À travers ces irrégularités, ces coups d'État, on peut noter directement l'échec de la démocratie telle qu'elle est en tout cas appliquée sur le continent. Oui. Surtout parce que la démocratie est faite de manière quand même à éviter ces genres de choses, à éviter ces crises. Malheureusement, malgré sa présence, ces crises existent. Malheureusement. Et se font de plus en plus, on va dire, récurrentes. Effectivement. Question bête. Oui. Question bête. Est-ce que les coups d'État sont la solution? Est-ce que les coups d'État sont la solution? Oui, on peut se poser la question, vu le nombre de coups d'État qu'il y a eu, et même la tentative qu'il y a eu récemment au niveau de la Guinée-Bissau. Au niveau de la Guinée, par exemple. Et qui n'a pas fonctionné. Je pense personnellement que ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la meilleure solution. Je pense même que ça ne rentre pas dans le spectre, en fait, des solutions envisageables. Parce que les coups d'État, les pays africains, on l'avait déjà expérimenté plusieurs fois. C'est parce qu'on a vu que ça ne marche pas. Et malade de l'Afrique, voilà, le Bénin, malheureusement, le Bénin l'avait aussi connu autrefois. Et puis, vous voyez, si on suppose que faire des coups d'État devient un régime devient un régime politique, vous imaginez ceux qui sont là actuellement et qui font une transition pour un problème ou un autre que d'autres reviennent encore faire des coups d'État. L'Afrique peut connaître peut-être 4 coups d'État en 3 ans ou en 2 ans. Cela ne nous permet pas du tout, en réalité, d'aller vers le développement. Et aussi, les coups d'État engendrent beaucoup de conséquences. Justement, parlons de ces conséquences. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple en Guinée, il y avait eu le coup d'État qui avait été applaudi par certaines couches. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a une couche de la population, par exemple des artisans, qui commencent sérieusement par chômer. Pourquoi? Parce que après ce qu'il y a eu comme coup d'État, il y a des pays diplomatiquement qui se sont retirés. Il y a des artisans qui fabriquaient des objets d'art, qui vendaient, qui exportaient vers les États-Unis. Actuellement, les États-Unis ont refusé de prendre en fait ces objets, de les payer. En provenance donc de... Voilà, du coup, cette couche de la population est dans la galère, vous voyez, en quelque sorte. Deuxième conséquence, c'est que quand il y a un coup d'État, il y a une instabilité politique et même une instabilité socio-politique. Et dans cette instabilité, si vous avez des ennemis, eh bien, ils profitent en réalité de ces moments. Les putschistes ont parlé de l'insécurité des attaques djihadistes comme cause. Mais quand on fait un coup d'État aussi, c'est une manière aussi d'encourager la multiplicité de ces attaques, malheureusement. Parce que les gens vont profiter de cette instabilité, gagner du terrain, peut-être recruter malheureusement des gens un peu plus faibles d'esprit pour pouvoir en réalité continuer. Leur basse voilà. Ensuite, vous avez aussi des problèmes diplomatiques. Aujourd'hui, sur l'échiquier international, vous ne pouvez plus être un pays isolé. Et quand un coup d'État survient, vous savez, il y a des pays qui se retirent. Il y a des investisseurs aussi qui se retirent. S'il y avait déjà des investisseurs dans l'ombre qui pensaient déjà investir dans le pays, ils commencent par réfléchir parce que personne ne veut investir son argent là où il y a en fait des troubles. Il y a l'insécurité. Voilà. Même les investisseurs internes qui sont déjà un peu sur le territoire commencent par réfléchir à comment il faut investir ailleurs. Et donc tout ça, ce sont des problèmes qui créent indirectement plus de chômage, plus de tension, plus de famine, plus de pauvreté. Quelques conséquences donc de
de ces coups d'État que vous évoquiez là, donc évidemment en conséquence sur la population, mais également sur, on va dire, la gestion de la cité de manière générale. Alors, est-ce que le socio-anthropologue, au regard de tout ce qui a été dit jusque-là, a quand même des solutions à proposer aux uns et aux autres pour que l'on n'en vienne plus à assister à autant de crises sociopolitiques sur le continent? Oui, merci. Ces solutions seront les bienvenues. À mon humble avis, je pense que, à part tout ce qu'on connaît déjà oui. et qui est formel, c'est-à-dire le renforcement des systèmes de renseignement, de sécurité, il faut capaciter davantage l'armée, les systèmes militaires, les systèmes de défense et autres. Je pense aussi que les leaders politiques, les élites doivent beaucoup plus privilégier, surtout en Afrique, surtout le continent, oui. beaucoup plus privilégier le réalisme, d'accord, le réalisme plutôt que le nominalisme. C'est-à-dire? Parce que, en fait, les peuples, il y a souvent un dicton qui dit les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont constaté une certaine forme de nominalisme, c'est-à-dire les leaders politiques parlent, mais en réalité, il y a certains qui ne font pas suivre leurs promesses d'actes. Exactement. Et donc, il faudrait, le réalisme est une doctrine qui permet en réalité, quand on parle, de mettre en pratique directement ce qu'on dit. Et donc, ce défaut de réalisme au niveau de certains systèmes politiques crée une certaine méfiance et crée une crise de confiance entre l'État et le citoyen. Et je pense que sur tout le continent, si chaque leader s'efforce à renforcer davantage cette doctrine dans sa gouvernance, je pense qu'en réalité, les peuples vont commencer par avoir de plus en plus confiance. Aussi, il faut essayer de visibiliser davantage les populations parce qu'il faut dire qu'il y a certaines couches sociales qui se sentent invisibilisées. Ils ne se sentent pas, enfin, elles ne se sentent pas plutôt prises en compte, c'est ça, prises en compte, présentes. Donc, il faut, valoriser. À un moment donné, renforcer la participation citoyenne au niveau des systèmes politiques et aussi dans le développement, faire comprendre aux gens que ce qu'on fait les impacte. Vous savez, dans certains pays, où il y a des ressources minières, le lithium et autres, quand les gens viennent exploiter, dans un village, le plus souvent, les populations de ce village se plaignent du fait qu'ils viennent prendre le lithium, ils viennent prendre telle chose, mais que nous, on n'a pas directement en fait des devises. Et donc, il faudrait encore travailler à faire comprendre aux gens que oui, on a pris telle ressource, mais ça vous revient de telle manière. Il y a des routes qui sont construites, ainsi de suite. Ainsi de suite. Aussi, je pense qu'il faut démocratiser davantage nos sociétés. Parce que pour moi, la démocratie, c'est un cheminement. Et il faut chaque fois se remettre en question pour chaque fois trouver les voies et moyens d'améliorer. Et une des formes que je trouve aussi d'améliorer la démocratie dans nos sociétés, c'est pourquoi pas de créer, d'organiser des colloques politico-scientifiques sur la démocratie chaque année dans chaque pays. Je pense que ça va permettre à tous les acteurs... Est-ce que justement, en parlant de colloques, il ne faut pas évidemment appliquer à ces colloques-là justement le réalisme dont vous parliez tout à l'heure, parce que des colloques, il y en a qui sont organisés tout le temps. Pas plus tard que le week-end dernier, le 35e sommet de l'Union africaine s'est achevé. Et oui, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont forcément été dites. Mais dans la pratique, est-ce que cela va pouvoir donc s'appliquer? Enfin, je dis ça, je dis rien. D'accord, oui. C'est vrai qu'il faut insister sur ce réalisme, mais je parle plutôt de colloque au niveau national qui va intégrer non seulement les acteurs politiques, quel que soit leur bord, mais aussi les acteurs de la société civile, les différentes couches de la société, les scientifiques politistes concernés. Je pense que ce serait un autre style de colloque qui va permettre par moment aussi de diminuer les uns les autres, les mécontentements, et écouter les ressentis des uns et des autres et éviter justement que pareille crise ne survienne parce que les uns et les autres peut-être ont emmagasiné pendant un bon moment des choses qui ne sont pas sorties et qui finissent par s'exprimer malheureusement de cette manière-là. Que dire de la réaction des organisations justement sous-régionales face à ces crises sur le continent?
Oui, vous savez, les organisations sous-régionales ne peuvent pas approuver les coups d'État parce que ces organisations ont déjà dépassé ces niveaux. Vous voyez, même après les deux guerres mondiales, vous avez vu que les États se sont mis en organisation. Il y a eu l'ONU, il y a eu l'OTAN, il y a eu assez d'organisations qui n'ont plus jamais voulu revoir ces genres de violence. Comme l'a dit aussi Nel Oliver après 90, plus jamais de coup d'État. Et donc, ces organisations ne peuvent pas, en réalité, approuver les coups d'État. Et malheureusement, ces organisations n'ont pas pu voir ces coups d'État venir justement. De loin. Et donc, je pense que ce qu'il faut faire là maintenant, c'est de négocier. C'est de négocier, de renégocier. Parce qu'aujourd'hui, l'irréparable est déjà fait. Donc, il va falloir, je pense, à mon humble avis, négocier, renégocier avec ces pouvoirs de transition pour un retour démocratique. Je pense que ce serait la meilleure option et je pense que c'est ce qu'il pourrait faire pour véritablement revenir. Parce que l'irréparable est déjà fait, en quelque sorte. Donc, pour juguler la crise, selon vous, il ne s'agit pas donc pour ces, évidemment, organisations sous-régionales de procéder à un boycott, par exemple. Les sanctions auxquelles on est habitués donc, en la matière ne régleront pas forcément la crise. Il faut peut-être se rasseoir avec les mouvements, autour d'une table ronde. Pour moi, tout se résout en réalité autour d'une table ronde. Vous pouvez les sanctionner et l'ego va faire qu'ils vont continuer ce qu'ils font. Est-ce qu'en réalité, on aura obtenu ce qu'on veut? Le cas malien, une fois de plus. Par exemple, vous voyez. Donc, je pense que il vaut mieux privilégier l'option de négociation, l'option de la communication pour faciliter un retour rapide au processus démocratique. Merci beaucoup, Monsieur Claude Tingbe Azalou. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue et avec vous, donc, ce matin, on a discuté de la politique africaine sur le continent, entre démocratie et irrégularité. Évidemment, on s'est posé un nombre de questions pour comprendre le comment du pourquoi de ces crises sur le continent, comprendre le rôle qu'est censé jouer la démocratie en la matière, un rôle qui ne joue pas forcément aujourd'hui, qui montre qu'on est en train d'aller vers un échec du système démocratique mis en place sur le continent. Il va donc falloir peut-être changer de paradigme en la matière. Vous avez fait des propositions dans ce sens, peut-être mieux tenir compte de la population, de ses avis, de son ressenti, et que les politiques aussi passent beaucoup plus au réalisme, plutôt donc qu'aux promesses vides, au nominalisme, comme vous l'avez dit. Au niveau des institutions, évidemment, il va falloir arrêter avec les sanctions classiques, proposer plutôt justement le dialogue, s'asseoir autour d'une même table pour discuter, histoire évidemment de régler un tant soit peu ces crises, puisqu'une fois installées, il s'agit de chercher des solutions pour que les populations puissent ne pas trop en pâtir. L'essentiel de ce qu'on a dit. Ai-je oublié quelque chose? Quelque chose que vous avez envie d'ajouter? Je pense que tout a été dit. J'aimerais juste ajouter deux choses. Dans les pays africains, il faudrait aussi que l'élite insiste beaucoup plus sur le moralisme et le rigorisme, parce que ce sont deux doctrines qui permettent en réalité de renforcer cette confiance entre peuple et citoyens. Et pour finir, il faudrait que chaque citoyen prie pour ses dirigeants. C'est important. Vous vivez dans une maison, peut-être avec vos parents, vous devez prier pour eux. Vous vivez dans un quartier, vous devez prier pour votre chef quartier. Vous vivez dans un arrondissement, priez pour le CA, priez pour le maire, priez pour votre président de la République. Parce que si vous ne priez pas, et si tous ceux-là sont mal inspirés, vous serez les premiers à subir les conséquences. Donc, chaque citoyen, dans une certaine logique de religion républicaine, en griffe, doit prier pour ses dirigeants. Comme l'a dit un homme politique béninois qui s'est vu affubler le titre de général par la presse ce matin, c'est Dieu qui choisit le chef. Exactement, c'est Dieu qui choisit le chef et il faut se soumettre, il faut respecter au chef. On n'en dira pas plus, on ne dira pas le reste de ses propos parce que d'aucuns pourraient ne pas forcément s'y reconnaître. C'était Convainc-moi de ce matin avec M. Claude Tingbe Azalou, socio-anthropologue. On a parlé donc des crises socio-politiques sur le continent. On a essayé d'apporter des solutions. On a essayé aussi de faire une lecture générale de toute cette situation. Rendez-vous dans quelques jours pour un autre numéro de Convainc-moi avec vous, Inch'Allah. Inch'Allah.
Matin d'Éden de ce jour va se poursuivre, chers amis. Et à venir maintenant, l'OEP. Donc, on dit en mode célébration, on parle astrologie. Il y a une vidéo à voir en fin d'émission. Mais avant tout ça, Laurent Roland Tononiquès nous rejoint sur ce plateau. Et avec lui, on va débriefer la soirée d'hier pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 donc au Cameroun, qui a vu le sacre du Sénégal.